Il y a bien longtemps, au temps des mythes, des épopées et des héros, Calyria était une ville des plus prospères. Elle était une cité culturelle et cosmopolite qui n'avait rien à envier à Mégare, Thèbes ou même Athènes. En son sein évoluaient des gens très influents et surtout très sages. Ils étaient au nombre de 5. Anéristos le radieux, Icarius le mélancolique, Antiphale le lunatique, Périphas le radical, et enfin Mégara la clairvoyante. Ces 5 personnes sont à l'origine de Calyria telle qu'elle est aujourd'hui. C'est grâce à eux que la cité est devenue la protectrice de notre monde. Ou pour être tout à fait exact, à cause d'eux. Ces sages étaient la fierté de la ville. Au fil de leur vie, ils ont su prouver qu'ils avaient leur place en tant qu'élite intellectuelle de leur temps. Dans le domaine des arts, de la philosophie et des sciences, ils étaient des maîtres et leur expertise était reconnue de tous. Pourtant, l'histoire ne retiendra pas leur nom, de même que la formidable cité qui les abrita. C'est de cette absence à la postérité et des raisons qui supprimèrent Calyria et ses génies de la surface de notre monde que nous allons traiter dans ce récit. Si un désastre menaçait la splendide cité, il n'y avait que les prédicateurs échevelés et les devins observant le vol des corbeaux qui auraient pu l'entrevoir. La construction de Calyria, plus ancienne que de mémoire d'homme, avait pris place sous le signe de la malchance. Les colonnes blanches qui jonchaient les rues avaient été bâties sans l'inquiétude d'une catastrophe naturelle, car la région était très calme, et mieux encore, les terres étaient fertiles pour les oliviers et les rivières avoisinantes débordaient de poissons dodus. C'était un endroit parfait pour donner naissance à la florissante civilisation qui a pris place durant les années suivantes. Parfait, le mot est quelque peu mal choisi cependant, car sur ces terres, ce n'étaient pas les typhons, les volcans ou les séismes qu'il fallait craindre. C'étaient les vestiges de la création. Sous les herbes folles et les pissenlits, à une profondeur de quelques centaines de mètres sous les puits de la ville, se trouvait un sceau. Depuis des temps immémoriaux, alors que la vie n'était qu'à son balbutiement, l'omnidanseur avait en ces lieux enfermé le mal qui rongeait son œuvre. Aujourd'hui, des milliards d'années plus tard, la destinée, peut-être simplement une coïncidence malheureuse, allait libérer l'entropie destructrice de monde. Les 5 sages de Calyria étaient encore plus spéciaux que leur vie ne semblait le montrer. En effet, la légende raconte qu'ils portaient en eux l'énergie ancestrale, l'essence originelle issue du dernier souffle du Créateur. Leur présence simultanée à proximité du sceau n'était peut-être pas fortuite. Entrant en résonance au plus profond de leur être, ils furent ainsi attirés une nuit sans lune à quelques kilomètres de l'enceinte. Étonnés de se retrouver tous au même endroit, chacun écrira dans ses mémoires qu'il avait ressenti un besoin inexplicable d'aller marcher vers cette caverne ensevelie depuis des milliards d'années, mais qui, à leur simple toucher simultané, écarta les pierres brutes de leur passage, formant un boyau sinueux descendant vers les profondeurs de la terre. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent face à l'un des innombrables sceaux anthropiques, l'une des œuvres minutieuses d'une divinité qui n'était plus, dispersée dans tout le multivers. Dans la caverne qui s'ouvrait devant eux, ils découvrirent enfin ce qui les appelait aussi ardemment. Cependant, cela ne ressemblait en rien à ce à quoi ils s'attendaient, mais ce dont ils étaient certains, c'est que cet endroit dépassait en importance tout ce sur quoi ils n'avaient jamais posé les yeux jusqu'alors. Devant eux se tenait une scène insolite. Au centre, il y avait une grande table de pierre, assez grande pour y célébrer un repas avec plusieurs géants. En parlant de géants, il y en avait un, d'un blanc immaculé, assis d'un côté de l'immense table. Il était de marbre, autant par sa matière que par sa posture. Il semblait concentré, ses muscles de pierre tendus dans un effort continu. En face de lui se trouvait un être rougeâtre, presque noir. Des veines lumineuses parcouraient l'ensemble de son corps. Une créature d'un genre inconnu se dressait face à la statue guerrière blanche. Cette dernière paraissait insignifiante, enfantine face à l'immondice dont les yeux rougeoyants transperçaient ses orbites vides. La créature était-elle vivante? Aucun moyen de le dire, et ce n'était pas la préoccupation première des sages lorsqu'ils pénétrèrent les lieux. Mégara fut assaillie de peur devant une bête dont elle n'avait jamais entendu parler dans les écrits narrant l'histoire de notre monde. Anéristos ressentit un frisson parcourant tout son corps devant l'erreur de la nature qui ne ressemblait à aucun des êtres dont il avait étudié la physiologie. Icarius manqua de tomber devant l'ignominie qu'il n'avait jamais même osé donner vie dans ses récits épiques. Antiphale resta figé de stupeur devant une colère et une soif de vengeance émanant de cette abomination qu'il n'avait jamais fait ressentir à ses protagonistes dramatiques.
Périphas peina à soutenir le regard sur la monstruosité, à l'air plus féroce qu'aucune armée qu'il eût à affronter. Aucun des sages ne sut retranscrire convenablement et précisément ce à quoi il faisait face. Un son imperceptible les sortit pourtant de leur torpeur. C'était la statue blanche. Le son ressemblait à une légère plainte d'un être mourant qui vit ses derniers instants. Quittant leur regard de la créature innommable, ils s'aperçurent qu'un véritable combat, un bras de fer, était engagé entre les deux entités, sûrement depuis un temps incalculable. Si la statue ne bougeait pas d'un pouce, il était inexplicablement évident pour les savants qu'elle avait besoin de leur aide de toute urgence. Alors, d'un même élan, comme poussés par une force invisible, ils posèrent tous la main sur la statue. Aussitôt, pris d'une énergie nouvelle, l'affrontement auparavant rigoureusement à égalité pencha alors en faveur de la création de l'omnidanseur. La main, ou du moins ce qui y ressemblait de la créature d'entropie, se rapprocha dangereusement de la table. Mais alors qu'elle allait frapper cette dernière, elle s'arrêta net. Le monstre ne broncha pas. Il était serein. Après tout, son misérable adversaire ne pouvait pas gagner. La statue ne pouvait que retarder sa victoire inévitable, car tel est le devoir d'un sot, contenir et non éliminer. Il sentait palpiter en lui le pouvoir. Bientôt, il serait libre. Tant mieux. La faim le tenaillait depuis bien trop longtemps.